Et pour nous parler de cette très belle oasis, qui de mieux que notre très cher ami Maguette Goblan, guide touristique, pour nous en parler. Bonjour. Allô? Très bien, et merci, et vous? Ça va, tout va bien. Alors, je vais me rattraper, hein, je vais vous souhaiter un joyeux anniversaire en direct devant les téléspectateurs pour rattraper mon coup. Et vous dire que on aimerait, j'espère que les mesures sanitaires soient levées pour pouvoir vous accueillir ici en plateau. Alors aujourd'hui, je n'attends que ça. Oui, voilà. Alors on parle aujourd'hui de l'oasis de Siwa qui pour moi est un des lieux les plus magiques et les plus féeriques d'Égypte. Je sais que vous avez aussi un penchant pour les oasis d'Égypte, surtout celle de la Nouvelle-Vallée et Siwa. Mais c'est vrai que on a des difficultés à accéder à cette oasis, notamment la route de Matrouh, de Marsa Matrouh jusqu'à Siwa, qui est une route qui a longtemps été malheureusement désastreuse à cause des camions portant le sel, qui malheureusement font tomber du sel pendant leur passage et ont détérioré les routes. Aujourd'hui, c'est vrai qu'une des facilités pour permettre l'accès à nouveau des touristes à cette oasis, c'est le renouvellement de ces routes. Qu'en pensez-vous? Bien sûr, c'est sûr qu'un accès éventuellement plus, on va dire, confortable vers l'oasis de Siwa au départ de Marsa Matrouh serait une bonne chose. C'est une distance d'un peu plus de 300 km en direction du sud-ouest de Marsa Matrouh, sud et légèrement ouest de Marsa Matrouh. Et malheureusement, l'état de cette route qui existe, il faut le dire, depuis 1984 à peine, qui était en bon état, bien sûr, lorsqu'elle fut terminée, mais aujourd'hui souffre de beaucoup de problèmes, comme vous dites, du passage des camions, du manque d'entretien de la route. Oui. Il faut dire à ce niveau-là qu'il y avait un autre accès de l'autre côté à l'oasis de Siwa, au départ de l'oasis de Bahariya. C'est vrai. Qui elle-même est accessible au départ du Caire. Et ça avait commencé dans les années 80, ça avait commencé aux deux extrémités. Un tronçon a été réalisé au départ de Bahariya et un autre au départ de Siwa et était destiné un jour se rencontrer, un peu comme le tunnel de la Manche, voyez-vous. Sauf que des tronçons relativement courts d'un côté et de l'autre ont été effectués et le reste a été aussi abandonné. Donc voilà, pour l'instant, il n'y a que la route qui part de Marsa Matrouh par l'oasis de Siwa, qui est la seule voie praticable, mais avec beaucoup de difficultés eu égard à son manque d'entretien, comme on disait. Et il faudrait également ouvrir ou mettre en marche l'aéroport de Marsa Matrouh aussi. Bien sûr. Qui pourrait être une facilité. Et il y a un aéroport à Siwa, mais qui est un aéroport militaire pour l'instant, et qu'on peut aussi envisager d'aménager un de ces 4 matins pour accueillir des avions civils. Mais je préférais que ce ne soit pas à trop grande fréquence, car l'oasis de Siwa, comme vous le disiez au début, a un cachet très particulier, toujours très caractéristique et très spécial, quasiment unique en Égypte. Donc de l'écotourisme tant qu'on peut, mais modérément, avec modération, comme l'alcool. C'est vrai, c'est vrai. Oui, Monsieur Maguette, bonjour et joyeux anniversaire. Merci. Alors, si on parle également de cette citadelle qui vient d'être inaugurée par le ministre des Antiquités et du Tourisme, Dr Khaled Al-Anani, la semaine dernière, la citadelle de Chali. Quelle est son histoire? Alors, en fait, c'est on va dire une ville fortifiée, une ville et en même temps citadelle, qui fut un petit peu le caractère des oasis en général et de celle de Siwa en particulier, car à l'époque, toutes ces oasis du désert libyque, au nombre de 5 au total, dont Siwa est la plus proche de la Libye, subissaient les attaques permanentes des Bédouins nomades. Donc, ils devaient se fortifier pour leur sécurité, pour conserver leurs biens, leur propre sécurité, famille, habitation, etc. Oui. Et donc, Chali, qui en langage siwi ou en langue siwi, qui est d'une origine sémantique berbère d'ailleurs, qui n'a rien à voir avec l'arabe, signifie ville ou village. Donc c'était la ville ou le village.
et qui fut construite dans son état actuel pour la dernière fois au XIIIe siècle de notre ère, à l'époque mamelouk, et sûrement sur les vestiges de mêmes autres villes précédentes qui avaient été au fur et à mesure détruites. Mais le dernier état de reconstruction de cette ville et qui nous est parvenu de nos jours, sa reconstruction remonte donc au XIIIe siècle de notre ère, sous forme d'un mur d'enceinte, donc fortifié, un peu dans le style des forteresses et des citadelles, et à l'intérieur de cette enceinte se déployaient des habitations de la ville. Et ceci demeura le cas jusqu'à ce que l'oasis de Siwa tombe pour la première fois de son histoire, il faut le dire, sous la domination de l'Égypte en 1820 par les troupes de Mohamed Ali. Auparavant, cette oasis avait toujours vécu en autocratie, mais elle devient soumise et dépendante de l'Égypte à partir de 1820. À partir de cette époque, il y aura donc une garnison armée qui va demeurer sur place, et de ce fait, la forteresse elle-même commencera au fur et à mesure à devenir inutile. De ce fait même, au fur et à mesure que les habitations commençaient à se détériorer à cette époque, les habitants auront reconstruit des maisons à l'extérieur, c'est-à-dire au pied de la colline ou de la falaise sur laquelle était construite la ville forteresse, et ceci continua pendant environ un siècle. D'autres habitations furent au fur et à mesure délaissées, détériorées, ruinées, mais il y avait encore un certain groupe d'habitants qui y demeuraient jusqu'à ce que des pluies diluviennes en 1926 vont entraîner la destruction de tout ce qui restait des habitations qui étaient construites dans le matériau caractéristique lui aussi de l'oasis de Siwa, le karchit, qui est le mélange d'argile et de sel particulier à la terre de l'oasis, et qui, quand il durcit, est utilisé en tant que matériau de construction, et quand il durcit, qui est très très solide, mais est très très vulnérable avec les eaux de pluie. Donc ces pluies de 1926 vont achever de détruire complètement ce qui restait des habitations occupées de chez Ali, et aujourd'hui, ceci ne demeure que des vestiges, et toutes les habitations des autochtones, des habitants de l'oasis, qui s'élèvent aujourd'hui à près de 30 000 habitants, ou 30 000 âmes, sont au-delà de ce qui est... D'ailleurs, aujourd'hui, à Siwa, ils appellent le Sheli Redi, toujours en langage siwi, qui veut dire la ville ancienne. Redi veut dire ancien ou vieux, la vieille ville. Voilà, ils ne l'ont pas détruite, c'est un lieu pour eux-mêmes de souvenir, de mémoire, et c'est un peu la tradition dans toutes les oasis du désert occidental de l'Égypte. Ils ne suppriment jamais les vestiges ou les ruines des anciennes villes ou villages de leurs ancêtres. Ils reconstruisent de nouvelles habitations à côté, mais sans jamais détruire le souvenir de leurs ancêtres ou de leurs parents, grands-parents et ainsi de suite. Alors là, encore une fois, Siwa est un exemple même de la diversité culturelle de l'Égypte. Nous avons non seulement une population différente, nous avons des Berbères. Donc, généralement, on trouvait les Berbères dans l'Afrique du Nord. Là, nous savons maintenant que nous avons aussi des Berbères en Égypte. Nous avons aussi des histoires autour de cette population, comme vous venez de l'expliquer. Également, en termes d'architecture, nous avons une façon de construire les maisons qui est différente, avec des matériaux différents. Je sais que Siwa, par exemple, est connu pour son sel. On voit aussi que les habitations la terre qui est utilisée est une terre très salée, et c'est peut-être pour ça que lors des inondations, malheureusement, il y a eu des dégâts impressionnants. Vraiment, j'ai envie que vous reveniez sur cette oasis particulière qui nous offre une richesse particulière dans sa diversité. Alors, c'est vrai que parmi les 5 oasis, comme on le disait, du désert occidental de l'Égypte, dans l'ordre Bahari, Faraf, Dakhla et Khaza, puis Siwa est toujours demeuré à part. Au niveau technique, au niveau linguistique, au niveau coutume, tradition, à tous les niveaux en fait, car c'est de tout temps caractérisé par une population d'origine berbère, alors que les autres oasis d'Égypte sont peuplées
par des Bédouins aujourd'hui sédentarisés, mélangés à des éléments venus d'autres provinces d'Égypte, de la vallée du Nil ou du delta du Nil, indifféremment. Mais Siwa a toujours eu cette particularité ethnique qui s'est maintenue jusqu'à aujourd'hui, sans mélange, sans mélange. Il faut dire que jusqu'à peut-être, on va dire, jusqu'au milieu du XXe siècle, peu de gens à Siwa parlaient couramment l'arabe. Après, il y a eu les écoles, après la révolution de 1952, il y a eu les écoles de la République et qui ont commencé à enseigner aux nouvelles générations l'arabe, mais la tradition orale a perpétué et le langage siwi en parallèle à l'arabe. Aujourd'hui, bien sûr que tout le monde, je pense, parle sans problème aujourd'hui dans cette oasis, mais au niveau linguistique, au niveau coutume, tradition, au niveau architecture, comme vous le disiez, au niveau matériaux de construction, leur fameux cartouche, c'est vrai qu'aujourd'hui, les nouvelles générations commencent, et c'est à déplorer, à construire des maisons en briques, en béton, etc., ce qui casse un petit peu le cachet ou le caractère particulier de l'oasis de Siwa. Mais il y a toujours le lieu de mémoire, comme on le disait précédemment, le chali qui rappelle le cachet architectural très particulier de l'oasis. Mais c'est vrai qu'au niveau des oasis occidentales, Siwa demeure véritablement un cas complètement à part. Alors, je voudrais revenir aussi sur un certain fantasme qui existe auprès des historiens. On le sait aussi que Siwa abrite la cité de l'oracle. On dit que Alexandre le Grand a fait tout le voyage pour justement que les dieux lui disent qu'il est le fils de Dieu. Il y a les historiens qui prêtent cette histoire, qui disent que peut-être qu'Alexandre le Grand aurait disparu dans le grand désert de Siwa à son retour après l'oracle. Qu'en pensez-vous? Non, c'est-à-dire qu'Alexandre le Grand, quand il est arrivé en Égypte, a fait ce qu'il avait à faire. Il a posé, si vous voulez, la première pierre de la ville qui porte jusqu'aujourd'hui son nom, Alexandrie. Lui, il était sorti de sa Macédoine natale pour combattre les Perses, notamment le roi Darius III, et il avait voulu assurer ses arrières avant de s'engager vers Babylone, et donc il avait conquis l'Égypte, il a fondé sa ville, et il était censé, après ceci, repartir directement à la tête de son armée pour les Perses. Mais il a souhaité, avant de se faire un passage, un crochet, c'est vrai, assez long et assez éprouvant, vers l'oasis de Siwa, dont l'oracle à l'époque était réputé. Peut-être pas autant que l'oracle de Delphes, qui était le plus réputé de l'Antiquité, mais il avait toujours eu cette quête de paternité. Sa mère Olympia lui avait toujours mis en tête qu'il était un fils de Dieu. Oui. Que Philippe II de Macédoine, cet homme qu'elle jugeait ivrogne, brutal, n'était aucunement son père, mais qu'elle avait été fécondée par un Dieu. Et donc il y a toujours eu, sur toute sa courte vie, malheureusement, Alexandre, cette recherche, cette quête de paternité. Et c'est à cette recherche qu'il est parti pour cette incursion vers Siwa, pour consulter l'oracle, qui était célèbre, l'oracle d'Amon, donc à l'époque. Et paraîtrait-il, d'après ses biographes, que les prêtres l'ont informé qu'effectivement, sa mère, Olympia, aurait été fécondée par le dieu Amon et qu'il en était le fils. C'est pour ça que d'ailleurs, les Arabes l'ont appelé Alexandre aux deux cornes, Alexandre Zul Qalmin, des cornes de bélier qui étaient le symbole du dieu Amon. Après cette incursion à Siwa, il va retourner vers Memphis, où il avait laissé l'essentiel de son armée, mais il ne va pas longer la côte méditerranéenne comme il l'avait fait au début, jusqu'à Massamatour et puis vers Siwa. Non, il va traverser le désert et retourner vers Memphis avec un petit passage à l'oasis de Bahariya, où il y a d'ailleurs un petit temple qui commémore son passage par là, et puis il regagne Memphis, et là il regroupe son armée, et il part pour sa route victorieuse qui le mènera par la suite jusqu'au bord de l'Indus, et fondant un empire dont la superficie n'a jamais été égalée. Et rappelons à ce niveau-là qu'Alexandre n'a jamais de toute sa vie, très courte malheureusement, il est mort quasiment à l'âge du Christ, à 34 ans, à Babylone, et il n'a jamais de toute sa vie perdu une seule des batailles qu'il avait engagées. C'est vrai qu'il y a beaucoup de similitudes entre les deux histoires.
Comment? Je dis, il y a beaucoup de similitudes entre les deux histoires. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ça a été un des génies militaires de notre histoire aussi bien antique que moderne. C'est vrai que c'est une personnalité un peu controversée, doux et cruel à la fois, triomphant et ayant des accès de dépression, sobre dans la journée, se roulant sous la table durant ses soirées extravagantes. Enfin, c'est un personnage très très particulier et fascinant, Alexandre Legrand. Oui. Parfait, Monsieur Magued, ce fut un vrai plaisir. Merci à vous en attendant de vous recevoir dans notre plateau. Nous vous remercions de vos explications. Merci à vous. Chers téléspectateurs, malheureusement, notre temps arrive à bout. Je tiens à vous remercier d'avoir été des nôtres et je vous donne rendez-vous demain à la même heure. Mais avant tout, je tiens à remercier ma collègue Noah. Merci Samer, merci à vous de votre fidélité et excellente suite de programmes sur Night TV International. Au revoir.